La sexualité des Français, si vous vous posez des questions, eh bien, eux ont des réponses. Alors, eux, qui sont-ils? Alors, d'abord, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui a présenté le 13 novembre dernier une grande enquête. C'est une enquête très sérieuse avec un échantillon très large, avec des méthodes d'administration scientifique relevant donc des sciences sociales et non pas donc une sorte de mini-sondage qu'on peut trouver parfois de ci, de là dans les magazines. C'est une étude qui a lieu tous les 20 ans et c'est une étude, figurez-vous, que deux Pauline Verdusier et Pauline Chalut, qui sont avec nous, ont mis en onde dans Les Pieds sur Terre. Bonjour à toutes les deux et nous avons demandé à deux témoins choisis au hasard de venir commenter les différents résultats de cette étude. Ces témoins sont Arthur Dreyfus. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes écrivain, réalisateur de documentaires. On vous doit notamment Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. C'était chez POL. Et Emmanuel Lambert. Bonjour Emmanuel. Aucun respect et votre roman paru chez Stock. Alors tout d'abord, Pauline Chanu, on n'est pas d'accord parce que j'ai dit que la sexualité des Français les satisfaisait moins qu'auparavant et vous voulez vous inscrire en faux par rapport à ce commentaire. Bonjour. Je m'inscris en faux dans la mesure où ça dépend quelle date on prend. Par rapport à 2006, on constate que la satisfaction sexuelle des Français est en fait en hausse, et notamment chez les jeunes femmes, chez les jeunes hommes. Donc voilà, donc je voulais d'abord dire ça. Et alors pourquoi ai-je dit qu'elle était en baisse? Parce que moi j'ai retenu le chiffre de 1992, la date de 1992, vis-à-vis de laquelle il y a une diminution. Oui, enfin, et je crois qu'elles ont aussi, donc c'est une équipe de chercheuses et de chercheurs de l'INSERM, dont nous, on ne fait pas du tout partie, hein, on a juste accompagné cette enquête de reportage donc à la première personne dont on va parler après. Mais elles disent aussi qu'elles ont rajouté un indice de grande satisfaction ou de très satisfait. Et donc voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'ils sont très, très, très Il satisfaits n'y a pas de maintenant. sans opinion encore. Pauline Verdusier, vous avez donc eu l'occasion de rencontrer les Françaises, des Français et de leur tendre un micro pour savoir comment se déroulait leur vie sexuelle. Ça doit être compliqué quand même de faire des pieds sur terre sur ce thème. Bah alors moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les questions de sexualité et que j'interviewe des personnes à la fois pour la radio et pour la presse écrite. C'est compliqué, oui et non, parce que souvent, en fait, les personnes qui veulent parler de ce sujet, c'est justement des gens qui ont fait une sorte de cheminement, qui ont des choses à raconter, qui justement sont souvent plutôt satisfaits de leur vie sexuelle actuelle. C'est ce qu'on a retrouvé dans pas mal de témoignages de gens qui sont passés justement un peu du silence à la parole, de la contrainte à la libération. C'est un petit peu les témoignages qu'on a retrouvés. Et sur ces thématiques-là, quand même, on a eu beaucoup de retours. On a passé des appels à témoignages et on a eu plein de témoignages de jeunes, de moins jeunes qui avaient envie en fait de partager leur parcours d'émancipation sur leur sexualité. Donc c'était pas si difficile. Jeunes et moins jeunes, parmi les moins jeunes, Paulette, elle a 93 ans et elle a découvert véritablement le plaisir sexuel à l'EHPAD. Il est vraiment amoureux, et il a des gestes vraiment mieux que mon mari n'a eu étant plus jeune. On s'embrasse, on se parle gentiment, on se dit des mots d'amour et tout, hein, comme mieux qu'en étant gosse, quoi. Enfin, jeune, pas gosse, mais il est jeune, quoi. Avec mon mari, on ne s'est jamais embrassé vraiment sur la bouche, ni rien. Ah, mon mari, il fallait pas, hein. Madame, non. On aurait dit un curé. On le faisait parce qu'on était mariés, on couchait ensemble, mais on le faisait quand même, mais sans plaisir ni rien, quoi. C'était comme ça. Tandis que là, on est amoureux, on a envie de faire quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. On le fait et puis c'est tout, quoi. On a demandé avec 2 lits ou alors avec un grand lit, quoi. Mais là, on ne l'a pas encore. Il faut faire attention parce que c'est des petits lits quand même, hein. J'ai toujours peur qu'il tombe la nuit quand il reste ou quoi que ce soit. Lui, il dit que non, mais moi, j'ai peur quand même. S'il tombait du lit, il se blesserait quand même ou quelque chose. Non, non. Comme il dit, c'est à la guerre comme à la guerre. On a un petit lit, ben on garde un petit lit. Un extrait des Pieds sur terre, une vie sexuelle qui dure même à un âge avancé, c'est l'un des enseignements importants de cette enquête. Une réaction, Emmanuel Lambert, vous êtes romancière, à ce que vient de dire Paulette, 93 ans.
Oui, bonjour. Moi, le témoignage de Paulette m'a beaucoup intéressée parce que il manifeste ce qu'on va sans doute d'ailleurs constater dans d'autres témoignages et dont on parlera, l'écart entre la norme qu'impose la société aux individus et puis la façon dont ils s'en emparent. Et que cette femme qui est quand même très âgée dise bah voilà, c'était comme ça, mon mari on aurait dit un curé, il y a un aspect comique là-dedans, n'empêche qu'on parle de toute une vie de femme en réalité. Toute une vie de femme sans accès manifestement ni au plaisir ni à l'amour. C'est long. Hein, c'est quand même long. Et ce qu'elle dit me paraît très intéressant dans le sens où elle le dit de manière extrêmement simple. Elle dit que tout simplement, elle s'est libérée de ce qu'on attendait d'elle et de ce que le mariage lui imposait. Non, elle parle Arthur de... Dreyfus. Oui, elle parle de toute une vie de femme, mais on pourrait aussi parler de toute une vie d'homme dans ce couple, parce que visiblement, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Il y a un sujet qui est l'émancipation féminine, qui a beaucoup évolué, ça c'est vrai. Mais quand j'entends ce témoignage, je suis à la fois rassuré de me dire qu'on peut faire l'amour très tard et découvrir des choses à l'EHPAD. Ça donne envie d'aller à l'EHPAD, parce qu'on n'en a pas forcément envie au départ. Mais surtout, je me dis que voilà, les gays, les lesbiennes, enfin je parle des gays puisque je parle de moi, euh, ils ont connu pas mal de souffrances socialement, historiquement, mais il y a peut-être une chose où ils ont été, disons, un avantage comparatif, c'est la liberté qu'ils ont pu déployer dans leur rapport au couple. Il n'y a pas de couple gay qui est resté ensemble 50 ans et qui a mal fait l'amour pendant 50 ans ou qui ne l'a pas fait ou qui a été triste parce qu'ils étaient obligés de rester ensemble. Faites attention, Arthur, parce que Non, je vais vous faire entendre Coy. Il a 25 ans et c'est un jeune homme Il a gay. 25 ans. Justement, oui, alors oui. Ce que je disais, c'est qu'il y a plus de créativité Il n'a dans pas 50 ans de souffrance, la manière dont les gays envisagent et le de couple. frustration, mais il a quand même beaucoup de problèmes, Coy, et vous allez l'écouter. J'ai rencontré un nouveau garçon l'année dernière et ça a été ma dernière relation à ce jour et on s'est rencontrés via Tinder. Ça a été le garçon le plus jeune avec qui j'ai été pour le coup et on s'est mis assez vite ensemble parce qu'il en avait envie. On avait des sexualités complètement opposées. Lui était quelqu'un d'hypersexuel qui avait une énorme libido et moi c'était tout le contraire. Moi c'est-à-dire que dans cette relation-là, j'ai conscientisé que le sexe n'était pas nécessaire pour moi, que c'était plus quelque chose qui se devait d'être induit dans un couple. Donc ça a fait qu'il y a eu un trop gros décalage. Un jour, on a simplement eu une vraie discussion sur ça, où c'était un soir où lui, il avait envie et moi, je n'avais pas envie. Hein. Et j'ai vu dans son langage corporel qu'il s'est mis à croiser les bras, qu'il s'était tourné, qu'il avait soufflé. Et là, je me suis dit, ok, il faut qu'on parle de quelque chose là, par contre. Donc on a discuté, on a parlé de nos désirs, en fait, l'un pour l'autre. Et lui m'avait expliqué que pour lui, le rapport sexuel représentait 50% de la relation. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, il va y avoir un problème. Parce que pour moi, ça n'est pas le cas. Donc, suite à cette conversation, qui m'avait vachement remué, je me suis dit, bon, il faudrait que j'en parle quand même à des proches. Et une amie en particulier m'a parlé de ce qu'on appelle la demisexualité. La demisexualité, c'est l'orientation sexuelle pour les gens qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel sans qu'il y ait d'attachement émotionnel. Sans forcément parler d'amour, hein, mais il faut qu'il y ait un attachement qui soit autre que physique. Pauline Verdusier, donc on vient d'écouter Coy, la demisexualité, je n'avais jamais entendu parler de ça. Oui, en fait, c'est un mot qui, comme il l'explique, parle du fait que c'est plus difficile d'avoir une attirance sexuelle sans lien émotionnel et sans lien d'attachement. En fait, le témoignage de Coy, il illustre quelque chose de très intéressant qui est justement ce cheminement que rencontrent beaucoup de personnes, comme je disais, du silence à la parole, de la contrainte vers une forme d'émancipation, et qui parle du fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, y compris des garçons gays, qui se mettent dans des formes d'autocontrainte, qui, à une certaine époque de leur vie, ne savent pas ce qu'ils veulent, peut-être vont se forcer à avoir des rapports sexuels, etc. Et pour ce jeune homme, c'est le mot de demisexualité qui lui a permis de comprendre qu'en fait, la sexualité n'était pour lui pas si importante que ça et que finalement, il avait besoin d'un attachement fort émotionnel et il l'a réalisé, cela dit, assez jeune. Mais voilà, c'est un cheminement aussi de cette contrainte vers plus de liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, Arthur Dreyfus ? Je rappelle qu'on vous doit Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, c'est chez POL, mais aussi un nouveau long-métrage documentaire, Les Madeleines, qui est le portrait d'un homme qui a consacré sa vie à l'art et au sexe. Moi, j'ai écouté le témoignage de Coy que j'ai trouvé vraiment intéressant et attachant. Après, je trouve que le mot demisexuel, on dirait un sketch des Inconnus, c'est un mot que j'ignorais totalement. En gros, il nous parle simplement d'une vision idéalisée du sexe que tout le monde a, qui est que c'est mieux de faire l'amour quand il y a de l'amour et quand on a de l'attachement. Ce que j'entends en fait dans ce témoignage, et encore une fois j'ai adoré l'écouter, c'est peut-être un truc générationnel, un besoin de tout qualifier,
un besoin de mettre des mots et d'utiliser des symptômes presque pour décrire ce qu'on ressent sexuellement en misant tout sur le conscient et en partant du principe qu'il n'y a pas beaucoup d'inconscient dans le sexe. Il y a juste une case, un mot, une définition, et c'est vrai que je ne me retrouve pas tellement là-dedans, mais j'ai adoré son témoignage. Emmanuel Lambert. Oui, non, moi je voulais juste ajouter une chose. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était là en tant que témoins, Arthur et moi, mais c'est surtout parce qu'on est écrivains en fait qu'on est là, et les écrivains sont un peu, je pense, plus que des témoins, c'est plutôt des sismographes quoi, de ce qui se passe. Et dans le témoignage de Coy, moi j'aimerais ajouter quand même, je ne sais pas s'il s'agit uniquement d'une vision du sexe comme devant être nécessairement corrélée à l'amour. J'ai l'impression que c'est plutôt une vision du couple. Il parle, je crois, dans son témoignage de couple fonctionnel, c'est-à-dire un couple qui marche, un couple qui réussit. C'est un couple qui a des relations sexuelles fréquentes, soutenues. Et là, on retombe sur la question de l'écart entre le bonheur individuel, le rythme propre à chacun et la représentation sociale. Et cette représentation sociale, elle passe par un certain nombre de vecteurs comme les livres, les films. Et donc c'est vrai que ça, je pense que cette articulation-là, elle nous concerne aussi. Et alors, parmi les enseignements, Pauline Verdusier, de cette grande enquête de l'INSERM, il y a le fait, justement, pour parler de satisfaction sexuelle, que les femmes et les hommes ont plus de partenaires sexuels, font moins l'amour. Il y a toujours ce décalage entre le nombre de partenaires sexuels dans la vie d'une femme et dans la vie d'un homme, même s'il y a une augmentation, les femmes ont rattrapé un peu leur retard sur les hommes, mais on est à 8 partenaires pour une femme dans toute sa vie et à 16 partenaires pour un homme. Et ce hiatus, il vient peut-être du fait, comme le disaient nos deux romanciers, que pour une femme, eh bien, l'amour, c'est non pas une rencontre d'un soir, mais c'est un attachement affectif véritable. Et donc, quand on demande à une femme combien elle a eu de partenaires dans sa vie, elle oublie ceux avec qui elle a eu, je ne sais pas, un moment furtif, Pauline. Oui, ou en tout cas, elle ne veut pas forcément les comptabiliser parce que c'est des socialisations différenciées. C'est-à-dire que oui, les femmes, elles vont être incitées un peu toute leur vie à se définir par l'amour romantique, par le couple, la conjugalité, alors que les hommes vont peut-être être plus valorisés dans des choses de performance, de coups d'un soir, etc. Et donc, ça explique aussi la différence de ces chiffres-là. Et Emmanuel Lambert. Oui, non, c'est quand même la vieille histoire du Don Juan qui compte le nombre de ses conquêtes avec laquelle on s'est quand même beaucoup construit. Et puis le poids... Moi, je reviens toujours sur le témoignage initial quand elle parle de son mari comme d'un curé, parce que ça m'évoque un roman de Giono, par exemple, où il y a un couple très puritain qui fait l'amour à travers un drap dans lequel il y a un trou, parce que c'est... Voilà. Il y a quand même cette idée que le poids du jugement négatif, du jugement, on va dire, qui condamne la sexualité pour la sexualité et non pas la sexualité reproductive, ce poids, historiquement, repose davantage sur les femmes. Enfin, c'est ce que vous disiez. Hein. Et il semblerait que ça soit toujours le cas. Oui, c'est... Arthur Dreyfus. Non, juste simplement, si on prend aujourd'hui la société, prenons un garçon et une fille qui sortent dans un bar et qui veulent avoir un rapport sexuel. Si les deux sont prêts à coucher avec à peu près n'importe qui, la femme a beaucoup plus de chances de trouver un partenaire que l'homme de trouver un partenaire. Je pense que l'état de l'histoire et de l'évolution sociologique fait que c'est encore le cas aujourd'hui, cette idée que l'homme propose et que la femme dispose, que c'est l'homme qui veut et que la femme qui a le pouvoir de dire oui ou non. Enfin, moi j'ai l'impression. Et donc pour l'homme, il y a quelque chose qui est, quand tu parlais de Don Juan, Emmanuel, quelque chose qui est comment dire, plus automatique dans l'idée du donjuanisme, de dire oui, j'ai eu tant de conquêtes, alors que pour une femme, mais d'ailleurs, dès que la femme cherche à inverser ce rapport et à être plus dans une dimension de conquête, elle est tout de suite insultée, traitée de pute, etc. Dès que la femme veut occuper ce rôle séductionnel. Mais justement, il Pauline Verdusier. Il y a une remise en question aujourd'hui justement de cette disponibilité sexuelle féminine et de la romantisation de l'amour et du sexe. Et d'ailleurs, dans les derniers chiffres, les femmes disent davantage qu'elles ne veulent plus avoir de rapport uniquement pour faire plaisir à leur partenaire. Ça explique aussi... Le sexe par politesse est en diminution.
Oui, si on veut, ou en tout cas le sexe, oui, juste pour faire plaisir à l'autre, ou le sexe altruiste, ou juste le devoir conjugal, entre guillemets, qui est vraiment remis en question et qui est aujourd'hui considéré comme une forme de violence. Et je pense que tout à l'heure, on parlait du fait de nommer les choses et que la pluralité d'identités sexuelles aujourd'hui, ça peut poser question. Mais en fait, moi, je pense qu'au contraire, c'est intéressant, cette capacité à nommer. C'est ce que montrent justement les tendances actuelles. C'est une capacité à dire la sexualité, à la parler, à la nommer, y compris en se revendiquant de certaines identités sexuelles qui font du bien et en nommant aussi les violences sexuelles et aussi nommer ses besoins, ses envies, ses désirs. Arthur Dreyfus, Les Madeleines, le portrait d'un homme qui a consacré sa vie à l'art et au sexe, c'est votre documentaire qui sera projeté samedi et mardi prochain au MK2 Beaubourg. Emmanuel Lambert, votre dernier roman, Aucun respect, avec notamment Robe Grillet en arrière-fond, il est chez Stock. Vous avez évidemment la possibilité d'écouter Les Pieds sur Terre. Les 14 épisodes sont d'ores et déjà, comme d'habitude d'ailleurs, sur l'application Radio France et sur le site de France Culture, 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Enquête INSERM, c'est tous les 20 ans que celle-ci a lieu. C'est donc un événement avec une diminution de l'activité sexuelle et une diversification des pratiques. C'est l'un des enseignements de cette enquête. Une enquête qui a été mise en onde par Les Pieds sur Terre. Vous retrouvez sur le site de France Culture les 14 épisodes que Pauline Verdusier et Pauline Chanu, ici présentes, ont mis en onde. Avec Élodie Font aussi. Avec Élodie Font. Vous pouvez également écouter un certain nombre de témoignages qui sont donc disponibles. Et puis les témoignages de nos deux témoins, deux artistes. Arthur Dreyfus, à qui l'on doit Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui aux éditions POL. Votre nouveau long métrage documentaire Les Madeleines va être projeté samedi et mardi prochain au MK2 Beaubourg. Et puis Emmanuel Lambert, votre roman Aucun respect est paru chez Stock. Il est sélectionné pour le prix France Culture du roman des étudiants et on va évoquer justement un apprentissage, l'apprentissage du numérique, puisque c'est l'une des grandes nouveautés de cette étude. On va écouter Clémence, 38 ans, qui raconte sa relation avec un homme rencontré sur Instagram. Instagram, c'est un nid à cul, quoi. Il n'y a que ça. Tu peux poster une story vraiment à la con, avec rien du tout. Juste marquer « hello » parce que tu as vu un vase qui est joli. Derrière, tu as 5 mecs qui vont t'écrire pour dire « hello, salut » et qui n'attendent que ça bascule. Il y a un homme avec qui on se suit par rapport à notre travail. J'admire énormément ce qu'il fait. Il a beaucoup de followers et on commence à interagir par rapport au travail puisque nos métiers sont complémentaires. Et je vois qu'au bout d'un moment, il commence à liker ce que je fais, il s'abonne à moi. Et quand je poste des chaussettes et des baskets, il met un petit cœur, tout simple, puisque tu peux réagir comme ça sur Insta. Et on commence à discuter comme ça. Le gars est un avion de chasse, il est méga canon, bien évidemment. Et puis, c'est lui qui engage en me disant « on voit jamais ton visage ». Et puis, ça serait trop simple, là, à ce moment-là, de lui faire une vidéo de moi. Et en fait, à ce moment-là, je conduis. Du coup, je lui fais un vocal. Le lendemain, il m'envoie un message en fin de matinée, je crois, en me disant « j'arrête pas de penser à ta voix ». Ça m'a beaucoup perturbée. C'est tout. Et là, je lui fais une vidéo où je lui dis « je te remercie ». Et là, ça y est, c'est parti. À partir de là, ça bascule vite. Si bien qu'il a été capable, ce jour-là, je crois, de sortir de son bureau pour aller dans les WC, tellement il était dans un désir absolu et qu'il n'en pouvait plus. On s'écrit encore, on continue à admirer le travail de l'un et de l'autre, mais on ne s'est pas vu en vrai. De toute façon, il n'habite pas ici, il habite plus loin. Mais ça s'arrête en l'état, quoi. C'était donc Clémence, Pauline Chanu. Oui, je crois que Clémence, ce qui m'a intéressée dans son témoignage, c'est qu'il va à l'encontre de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur la sexualité numérique, et qui est vrai aussi, que c'est un endroit de violence, de sexisme, de racisme, de jeunisme, de grossophobie, et ce qui est vrai. Mais Clémence, elle y trouve un épanouissement total, elle y trouve une liberté, parce que c'est une sexualité, comme elle le dit, qui est immédiate. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est pas une sexualité qui se transforme toujours dans le réel. En fait, c'est une sexualité qui est uniquement numérique. Et là aussi, quand on parle de baisse de fréquence des rapports sexuels, en fait, ça dépend ce qu'on compte.
Parce que elle dit qu'elle a des relations sexuelles, elle a des relations amoureuses, parfois juste à distance, amicales. Et voilà. Et donc ça m'intéressait de me dire, en fait, ça peut être aussi ça, la sexualité. C'est des relations qui ne sont pas forcément dans le réel. Pauline Verduzière. Oui, et puis la sexualité, elle change de définition, elle est mouvante. Et ce qu'on entend aussi par la diversification des pratiques sexuelles, c'est que le sexe n'est pas que réel, il est aussi numérique, mais il n'est aussi plus seulement pénétratif. Il y avait ça aussi. C'est une des interprétations de l'enquête de l'INSERM, c'est de dire que peut-être, en fait, il y a plus de sexualité qui n'implique pas forcément de pénétration. Cependant, les gens pensent toujours qu'un rapport sexuel, c'est associé à une pénétration. Donc les gens ne vont peut-être pas forcément comptabiliser le sexe sans pénétration dans leur déclaration. Mais peut-être qu'en fait, il y a juste moins de sexe avec pénétration, plus de sexe sans pénétration. D'ailleurs, justement, Pauline, l'un des enseignements de cette enquête, c'est la démocratisation très large de la masturbation féminine. Oui, tout à fait. Donc, le chiffre, il a explosé. Je ne l'ai plus en tête. 73% des femmes. C'est ça, c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est surtout une augmentation significative. Exactement, et nous on a voulu accompagner justement ces chiffres en allant à la rencontre des Français et des Françaises pour recueillir leurs témoignages. Et sur la masturbation féminine notamment, on a des témoignages dont une femme de 58 ans qui raconte que dans son premier mariage c'était un énorme tabou, elle se cachait dans son lit en cachette de son mari, et aujourd'hui dans son couple par exemple elle se masturbe même devant son mari. Donc il y a une vraie démocratisation, un vrai changement de paradigme sur ce sujet. C'est-à-dire on voit dans le rapport de l'INSERM qu'il y a un parallèle entre le comportement des hommes et des femmes à cet égard. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que les injonctions, elles changent. Parce que moi, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Margot et qui, elle, a très peu de libido. Et elle dit qu'elle n'ose pas dire à ses amis qu'elle ne se masturbe pas. Et ça, je trouve ça amusant, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est presque plus tabou de ne pas se masturber que de se masturber pour une femme. Le point commun de nos deux artistes présents, romanciers notamment, Emmanuel Lambert et Arthur Dreyfus, c'est que vous avez écrit en quelque sorte des romans d'apprentissage. Emmanuel Lambert, c'est une forme de roman d'apprentissage, une femme qui découvre le milieu littéraire parisien et qui découvre notamment la séduction dans ce milieu-là. Et justement, qu'est-ce qu'elle découvre, votre héroïne ? Oui, mais disons qu'en fait, le milieu littéraire parisien, c'est le décor, hein, c'est la coulisse. Ce que l'héroïne découvre et ce qui m'intéressait, c'était l'entrée dans l'âge adulte et la manière dont on doit composer avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire les injonctions, les attentes, les normes sociales, les normes anthropologiques, les normes religieuses et la définition des rapports de genre. Et donc, je voulais me pencher sur un passé qui n'est pas si lointain, mais qui semble très, très loin, qui était quand même il y a 25 ans, avec cette jeune héroïne de 20 ans qui essaye de composer avec tout ça et qui le fait en se cognant à différentes personnes et à différents modèles. Et il me semble que ce dont on parle ici aussi depuis tout à l'heure, c'est la question des modèles. C'est-à-dire, vous parliez par exemple de la masturbation. Pourquoi est-ce que les femmes, d'un seul coup, se sont mis à avoir ce rapport à leur corps? C'est peut-être parce que il y a quelque chose qui est tombé de l'ordre de la honte aussi, de la honte par rapport au plaisir féminin, de la honte par rapport à la connaissance de son corps, et que peu à peu, l'idée qu'il fallait apprendre à se connaître sensuellement pour pouvoir partager une expérience sexuelle avec quelqu'un se répandait. Donc tout ça, c'est des choses qui sont mouvantes, et il me semble que dans les livres, on travaille ce que vous avez travaillé, vous, dans votre podcast, c'est-à-dire l'écart entre la représentation qu'on a de soi, qui se modèle à travers un regard social, et le chemin qu'on doit faire en posant des mots, en rencontrant des gens, pour trouver son point d'équilibre à l'intérieur de la société. Arthur Dreyfus, vous, ce que vous avez écrit dans Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, c'est aussi une forme de roman d'apprentissage. Oui, de roman d'apprentissage. Moi, je pense que le travail de l'artiste, c'est de faire de créer une matière artistique avec ce qu'il ou elle rencontre. Moi, j'ai commencé ce journal à un moment de ma vie où j'avais l'impression d'être pris dans un tourbillon sexuel. Et c'était le cas d'ailleurs. Et plutôt que de m'adonner uniquement à ce tourbillon, j'ai fait le choix d'écrire tout ce que je vivais pour qu'au moins il en reste une trace et que ça devienne un livre. C'est ça qui vous a conduit à l'écriture ? Je sais pas, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens
parle du sexe comme une perte de temps. Je ne sais pas si c'est une perte de temps. La vie est une perte de temps. Vous pensez vraiment? Beaucoup de gens considèrent que c'est une perte de temps. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai entendu ça beaucoup chez des amis gays qui en ont marre de passer autant de temps à recherche. Au bout d'un moment, on se dit à quoi bon? Pourquoi? Et je pense que c'est une question universelle. Non, mais moi, ça me fait penser à Paulette qu'on a entendue avant, là, à 7h30. Paulette qui a 93 ans donc et qui est dans un EHPAD. Elle a rencontré l'amour et le plaisir pour la première fois, donc à 93 ans, avec un homme de 97 ans. C'est comme quoi il faut être patient. Et elle dit, maintenant, on n'a que ça à faire. Et du coup, je trouve que ça pose la question du temps. Avant, ils avaient plein d'autres trucs à faire. Mais en fait, finalement, maintenant, ils n'ont que ça à faire. Et donc, ils le font, et avec plaisir. Ouais, c'est une question. Et enfin, pour un artiste, j'adore la phrase de Dali qui dit le sexe. Non, l'amour, ça commence par la tête et ça finit par 3 petites gouttes dans le tuyau du pipi. Je trouve que ça incarne bien cette phrase absurde, toute la dimension à la fois sublime et tellement prosaïque qu'il peut y avoir dans le sexe. Et je pense que l'art est un mélange permanent de sublime et de prosaïque. Mais Emmanuel Lambert. Aussi, oui, il me semble aussi que quand Paulette dit on n'a que ça à faire, on a le temps, ça pose vraiment la question du corps. C'est-à-dire ça pose la question du rythme corporel. Vous disiez tout à l'heure que les femmes maintenant ne consentent plus à des rapports dont elles n'ont pas envie. Dans l'étude, il est dit, moi j'ai appris grâce à l'étude que le viol conjugal était une notion qui avait été reconnue seulement en 1982, ce qui fait quand même froid dans le dos. Donc il y a la question de la disponibilité du corps. Et ce qui m'avait intéressé, moi, dans le livre, pour réagir à ce que dit Arthur, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, on fait avec ce qu'on est et ensuite on le transmute. C'était de fournir une sorte de jeune fille, de jeune femme qui, elle, était attentive à son corps, qui mange, qui dort, parce que quand on est épuisé par le travail, par la maternité, et ça vaut pour les hommes aussi, la question de la sexualité, elle est quand même beaucoup plus compliquée quand on est vraiment à bout de force. La découverte de la sexualité, de sa sexualité, c'est ce qu'a fait Charlotte. On va l'écouter quand elle a eu 18 ans. Elle a eu sa première relation amoureuse, donc elle est strictement équivalente à la moyenne des Françaises. Moi, à ce moment-là, je dis toujours que j'ai qu'un seul critère pour la personne avec qui je sors, c'est qu'il faut que ce soit un épicurien. Qu'il aime autant que moi le fait de picoler, de faire la fête, et de bien manger, bien boire. Parce que c'est mon ADN, quoi. Et c'est vrai que je me rends compte que notre sexualité est 100% ou presque associée à l'alcool. En 3 ans et demi de relation, je pense que le nombre de fois où on a eu une relation sexuelle ensemble sobre, je pense que je peux le compter sur les doigts d'une main, quoi. Il y a ce truc de... l'alcool crée le désir, en tout cas chez moi. L'alcool rend excitant l'instant, et donc le fait que j'ai envie de coucher avec mon mec à ce moment-là. Et l'alcool est hyper présent. Cette relation se termine, du coup j'ai 26 ans et honnêtement je suis au bout du rouleau. Vraiment c'est compliqué. Je suis hyper triste mais parce que j'ai une petite voix dans la tête qui me dit que il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur qui je suis, qui j'aime et qui je désire en fait. Et à 26 ans, je me retrouve littéralement effondrée sur mon canapé en train de boire de la Desperados, quoi. Pour faire taire cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit qu'en fait, juste je pourrais aimer les femmes, quoi. Pauline Verdusier, c'est vous qui avez rencontré Charlotte. Oui, je trouve que les témoignages de Charlotte, il illustre ce dont on parle depuis tout à l'heure, qui est parfois cette espèce de dissonance entre les représentations qu'on a idéalisées de la sexualité qui devrait être de telle manière joyeuse, libre, etc., et les représentations dominantes qui fait qu'elle devrait être hétérosexuelle dans certains cadres, etc., versus ce que les gens vivent vraiment et ce dont ils ont envie et besoin et toutes leurs peurs et leurs anxiétés. Et Charlotte, donc c'est Charlotte Perronnet qui a écrit un livre « Et pourquoi tu bois ?», où elle raconte les raisons qu'elle avait de boire, et une de ces raisons, c'était de faire taire la petite voix qui lui disait qu'elle était lesbienne parce qu'elle voulait se conformer à une norme hétérosexuelle et donc pour supporter des rapports sexuels avec des hommes qui au fond n'étaient pas vraiment désirés, elle buvait. Et je trouve que ça illustre très bien aussi cette capacité, comme je disais, à nommer ce qui nous arrive, à nommer le sexe, c'est-à-dire dire voilà, je suis alcoolique, je suis lesbienne, je me suis alcoolisée pour avoir des rapports pas vraiment désirés. Ça raconte ces cheminements-là vers l'émancipation qui sont intéressants et qui peuvent inspirer beaucoup de gens. Et en tout cas, là,
l'un des enseignements de cette enquête est l'acceptation à la fois est de l'homosexualité, mais aussi de la bisexualité et la tolérance pour les hétérosexuels par rapport à ces autres formes de sexualité. Plus les femmes que les hommes. Beaucoup plus. Oui. Arthur Dreyfus, un mot sur cette découverte de Charlotte, la découverte de l'homosexualité. Non, ce que ça m'inspire, l'autre jour j'écoutais France Inter, désolé. Non, mais c'est bien aussi, Arthur. Léa Salamé, qui n'est Nous vraiment vous pas susceptible d'homophobie, je pense. Non, certainement vraiment pas, pas. en effet. Mais parlait spontanément et elle disait de plus en plus de jeunes femmes avouent avoir eu une expérience homosexuelle, et l'enquêtrice l'a reprise et lui a dit non, pas à vous, déclare. Et je trouve que c'est symptomatique de la manière dont on peut percevoir, beaucoup de gens envisagent encore inconsciemment ce qu'est une relation homosexuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées de ce point de vue-là dans la société, mais qu'il y a encore une sorte d'homophobie inconsciente universelle et qui, en l'occurrence, Vous savez, chez Michel Foucault, il y a oui. beaucoup de choses sur l'aveu dans son histoire de la sexualité. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que le fait que cette fille boive et s'abîme pour avoir des rapports, supporter des rapports, est symptomatique de la manière dont on peut traiter une problématique sexuelle en se faisant du mal. Emmanuel Lambert. Oui, le témoignage de Charlotte, il est quand même assez bouleversant. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire ça travaille la question quand même de la honte, de la haine de soi, de la non-connexion à son désir profond pour des raisons d'injonction sociale. On parlait d'homophobie inconsciente. Je crains qu'il y ait aussi toujours actuellement une homophobie consciente, tout à fait déclarée dans certains pans sociaux et politiques de la société française. Et ça détruit les gens, voilà, ça les détruit, et ça les détruit dans ce qu'ils ont de plus vital, qui est leur identité profonde, et il faut que ça change. Un dernier témoignage extrait donc de ses pieds sur terre. Il s'agit de Jordan, un homme hétérosexuel qui a, 20 ans. En tant que mec, je pense que l'aspect, le point G, c'est le truc. Waouh, le point, le marqueur, l'endroit où tout va se passer. Et en fait, on perd un temps phénoménal à essayer de chercher ce point G. Comme c'est noté en plus sur les manuels à cette époque-là, à l'intérieur, quelque part, tu vas peut-être même faire mal à ta partenaire à essayer de le chercher. On se dit, il faut que j'aille le chercher, donc il faut que je pénètre. Ça va stimuler le point G, elle va avoir un orgasme, et ce sera cool. Et ce qui amène, du coup, à moi, une grosse claque phénoménale, où la première fois où je dis à une femme, ça va, tu prends du plaisir avec moi, t'as des orgasmes, machin. Et elle me dit, non. Quoi, pardon? Comment ça? Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, qu'on couche ensemble quasiment tous les week-ends et tout, et là tu m'expliques que t'as jamais eu d'orgasme, je t'ai jamais fait monter au plafond. Elle me fait ouais, j'ai du plaisir, mais voilà, il y a pas ça va pas plus loin. Donc là, grosse claque dans la tronche, quoi. Je me dis non, là je m'y prends mal, il y a autre chose, faut que je fasse les choses différemment. Donc on repart sur des ébats qui sont complètement différents, et où là il y a beaucoup plus de caresses, beaucoup plus de baisers. Et là, du coup, de l'avoir changé de bruit, de mouvement, voilà, tu te dis non, là, je fais un truc et elle aime bien, c'est pas pareil. Et t'accentues, et puis l'explosion, et puis après, ça retombe, et tu dis ah oui, ok, d'accord, là, c'est comme ça, en fait. Pauline Chanu, un mot sur cet extrait que l'on doit à Élodie Font. Oui, je pense que ce que nous, on a relevé pendant toute cette enquête, c'est le fait que les hommes ont été très longtemps et sont toujours très centrés sur la performance, à la pénétration, à durer, et on oublie le plaisir des femmes, mais aussi leur propre plaisir. En fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a beaucoup dit que les hommes s'intéressaient qu'à leur plaisir, mais en fait, il n'est même pas question de plaisir. Il est vraiment question de performance. Performance, Non, Arthur Dreyfus. Quand j'entends ça, je me dis qu'il y a une différence fondamentale entre la sexualité homosexuelle et la sexualité hétérosexuelle, qui est que pour les hétéros, l'autre sexe est un grand autre, une sorte de terra incognita à conquérir, à comprendre. Les hommes hétérosexuels parlent souvent de la femme avec un grand F. Il y a beaucoup d'épisodes qui parlent du clitoris, de la manière dont dessiner un clitoris.
entre deux hommes, on s'adresse au même corps. Il y a quelque chose qui, dans l'homosexualité, est plus proche de ce qu'on pourrait parler d'amitié, je pense. Il y a un paradigme qui est complètement différent. Et c'est vrai que moi, je vois la sexualité hétérosexuelle comme faisant partie d'une sorte de grande bataille antédiluvienne entre l'homme et la femme qui a connu ces batailles, ces guerres, ces successions, qui en ce moment est en train de s'améliorer au profit de la femme, et tant mieux, parce qu'elle a été mise de côté pendant tellement longtemps. Mais je le vois comme une sorte de grand conflit, de grande confrontation. J'ai l'impression que la question de la sexualité hétérosexuelle, c'est de faire face à ce conflit profond et poétique en même temps, et que la question de la sexualité homosexuelle, c'est plutôt de faire face à un vide parfois, à quelque chose qui n'est pas du même ordre. Emmanuel Lambert. Oui, moi, ce qui m'a intéressé dans le témoignage de Jordan, je crois qu'un peu plus haut dans son témoignage, il est dit qu'un ami de son père lui a offert un préservatif, un filtre pour des cigarettes. En fait, c'est les codes de virilité. C'est-à-dire, c'est la manière dont la transmission de l'hétérosexualité se fait souvent à travers des codes même virilistes. C'est-à-dire, un homme, ça performe, un homme, ça y va. Et ce qui est intéressant dans le témoignage de Jordan, et ça rejoint aussi moi, mon travail d'écrivaine, d'essayer de montrer toutes les zones d'ambiguïté et puis les possibilités de retournement des individus à l'intérieur de ces attendus-là, c'est qu'en fait, il évolue. Il change, c'est-à-dire que c'est pas perdu. C'est-à-dire que l'ouverture à l'autre, l'attente, l'écoute, ça permet aussi à tout le monde de pouvoir se retrouver. La sexualité de Jordan a aussi été transmise par un homme de sa famille, donc par dans une forme de continuité, et on pourrait dire de fierté. Alors que la sexualité homosexuelle, ça ne se passe pas comme ça, en général, elle naît dans un conflit, dans une opposition. Et il change en écoutant une femme. Voilà, mais le grand autre, en fait, est de moins en moins une grande autre parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a des informations, parce qu'il y a des représentations du clitoris, parce qu'on en parle. Enfin, je veux dire, c'est pas... on peut ne pas rester comment extérieur. Bien sûr, tant mieux. Et ça bouge beaucoup d'ailleurs, je crois. Ce qu'on peut dire, c'est que les mouvements, justement... Pauline Verdusier, le mot de la fin. Justement, on peut dire que ces mouvements qui profitent aux femmes, ils sont aussi profitables aux hommes, visiblement, puisque eux aussi ont un épanouissement à trouver dans ce questionnement des normes, dans ce cheminement vers plus d'émancipation. Alors, je vous propose donc d'écouter ces pieds sur terre avec énormément donc de témoignages, une grande diversité dans les personnes que vous avez rencontrées. Ça se trouve sur l'application Radio France, sur le site de France Culture, Arthur Dreyfus, journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, et votre long métrage Les Madeleines qui sera projeté samedi et mardi prochain au MK2 Beaubourg et dans le cadre du festival Chéri Chéri où il est en compétition. Et puis Emmanuel Lambert, Aucun respect, ça c'est votre roman publié aux éditions Stock. Et je rappelle que ce roman est en compétition pour le prix du roman des étudiants